Donc l'avenir est radicalement ouvert. Personne n'avait vu venir les Gilets jaunes, personne n'avait vu venir mai 68, personne n'avait vu venir la Révolution française. Personne. À chaque fois, à ces périodes-là, on s'ennuyait, il ne se passait rien. Les dés étaient jetés et rien n'allait se passer, nous disait-on. Bon, à chaque fois, on a été très très surpris. Donc, et c'est ce que racontent les militants à l'étranger connus. On en parlait il y a quelques jours ensemble. Pablo Iglesias racontait ça, qu'à quelques jours du lancement du mouvement des places, il était totalement déprimé avec ses amis en disant « mais de toute façon, nous ne connaîtrons jamais un bouleversement dans le pays ». Donc les choses peuvent aller extrêmement vite, elles sont totalement imprévisibles et donc l'avenir est totalement ouvert. C'est ma conception philosophique de l'avenir. L'avenir, c'est ce dont on ne sait rien. Il est radicalement ouvert. On a certaines petites certitudes. Par exemple, quand on monte dans un avion, on a 99,99, etc. de chances que l'avion arrive à destination. Certes, mais historiquement, en socio-histoire, les choses peuvent aller extrêmement vite et les habitudes socio-historiques peuvent être pulvérisées très rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir une vision cumulative du passé et du présent. C'est-à-dire que, au lieu d'engranger de manière atomique telle ou telle victoire, il faut l'inscrire dans une historicité. C'est-à-dire que quand on réussit quelque chose, ça vient se cumuler, il y a un processus cumulatif, avec toute une autre série de victoires qui précèdent. Et donc c'est ce qui permet d'inscrire, de donner une signification historique à ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en train de vivre un moment exceptionnel, il s'inscrit dans des trajectoires historiques. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, quelle est ma photographie ? Ma photographie, pas très très réjouissante, hein, c'est que globalement, le bloc bourgeois et l'extrême centre sont beaucoup plus puissants que nous. C'est clair. Ils ont avec eux l'armée, ils ont avec eux donc les armes, la violence, dite légitime de l'État. Ils ont... voilà. Mais par contre, ils n'ont plus avec eux le nombre. Ça, c'est nouveau. Ils ont les armes, ça c'est vrai. Et la police ne s'est pas encore retournée. On n'a pas de signe de retournement de la police, on n'a pas de signe de retournement de l'armée. On a des micro-signaux, mais vraiment qui valent rien. Par contre, ils n'ont plus le nombre avec eux. C'est-à-dire que même dans les sondages qui sont commandés, fabriqués, produits par le bloc bourgeois, on a des chiffres effrayants pour eux. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que le trumpisme n'est pas un néolibéralisme. Ce serait une erreur totale de confondre le trumpisme et le néolibéralisme. Le trumpisme, c'est un ultralibéralisme, ce qui n'est pas la même chose. C'est même, il y a un mot en philosophie politique encore plus précis pour désigner le trumpisme, c'est un libertarianisme. Donc, quelle est la différence entre les libertariens et les néolibéraux ? Les libertariens sont pour détruire l'État. C'est-à-dire, c'est la tronçonneuse de Milley. On va tronçonner l'État, le détruire, pour qu'il ne reste plus qu'un tout petit État, un État minimal qui ne s'occupe que de la douane, de la police et de l'armée. C'est tout. Ça, c'est le libertarianisme. Tout le reste, c'est l'individu souverain, la propriété privée, tout est privé, tout est la chose du business, et l'État est complètement miniaturisé, minimaliste. Le néolibéralisme, c'est pas ça du tout. C'est une théorie dans laquelle l'État est invasif, il est énorme, il est tatillon, il entre dans tous les aspects de la vie humaine. Il va développer une politique de l'éducation, une politique culturelle, une politique sociale, une politique de la santé. Voilà, c'est l'État du Covid qu'on a vu, hein. Un État monstrueux qui vient vous expliquer combien vous devez être à table, est-ce que vous devez écrire une auto-attestation, il vous explique tout. Voilà, il vous mène vraiment, il organise entièrement votre vie, quoi. Ça c'est l'État néolibéral. Et il est victorieux en France avec le macronisme, il est victorieux en Europe avec l'Union européenne ordolibérale, qui avec cet État tentaculaire, normatif, qui nous mène, veut mener veut réglementer et régimenter tous les aspects de notre vie quotidienne. Et puis, il est victorieux aux États-Unis chez les démocrates, en particulier des gens comme Obama, par exemple, qui sont des néolibéraux pur jus. Michelle Obama,
c'est vraiment une figure néolibérale. Elle vous explique que vous êtes dans les quartiers noirs de Chicago, vous devez être une auto-entreprise de vous-même et vous allez vous en sortir par l'égalité des chances, etc. C'est la doctrine néolibérale par excellence. Donc, les néolibéraux, ils existent aux États-Unis. C'est la gauche démocrate, la pseudo-gauche démocrate, qui est en fait de droite, et qui est néolibérale. Le trumpisme, c'est pas donc un néolibéralisme. Le trumpisme s'en prend au néolibéralisme parce que les néolibéraux veulent que tout le monde s'adapte à la mondialisation du monde, à la mondialisation du marché. C'est pas du tout comme ça que Trump a gagné. Trump a gagné au contraire parce qu'il a incarné la réaction d'une partie du peuple américain contre la mondialisation. Donc c'est vraiment anti-néolibéral. Et c'est libertarianisme parce qu'il faut aussi s'en prendre à l'État. Par exemple, tout ce qu'il a fait, les grandes politiques de destruction qu'il a entreprises avec Elon Musk, qui a repris la tronçonneuse de Milley comme symbole. Donc voilà, c'est un ultralibéralisme, un libertarianisme fascisant. Et ce serait une erreur funeste de le confondre avec le néolibéralisme, puisqu'on se trompe d'adversaire, on ne comprend pas ses adversaires quand on fait ça. Je pense que ce que tout ça montre, c'est la fin du néolibéralisme. Le trumpisme, le mélonisme, etc., c'est nouveau. C'est pas le néolibéralisme. Le néolibéralisme, il est en train de finir. La victoire de Trump, c'est la fin du néolibéralisme. C'est la fin de l'adaptation à la mondialisation et toutes ces choses. Donc on est en train de passer à autre chose, je pense. On est en train de passer au pôle extrême droite, en face du néolibéralisme, ultralibéral, et on est pris en tenaille entre ces deux géants qui s'affrontent, quoi. C'est pas, je veux dire, les réseaux sociaux, je reprends un mot de mon père, Bernard Stiegler, philosophe spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux sont des pharmacas. C'est-à-dire en grec, c'est ce qui a donné le mot pharmacie, ce qui a donné pharmacologie. Ce sont des choses qui peuvent à la fois nous servir de remède pour nous socialiser, pour échanger entre nous, pour échanger sur nos problèmes, pour construire ensemble des solutions. Donc ça peut être vraiment un remède démocratique, profondément démocratique, comme ça peut devenir un poison, un produit toxique, comme n'importe quel médicament, qui est un pharmacone. Un remède et à mauvaise dose, un poison. Donc je pense qu'il faut arrêter de diaboliser les réseaux sociaux. D'ailleurs, ceux qui diabolisent les réseaux sociaux, c'est les médias dominants, c'est l'élite dominante qui vous explique toujours que le bon peuple ne doit pas toucher les réseaux sociaux parce que c'est très mal, mais qui eux-mêmes font ça en tweetant. Donc ils veulent utiliser les réseaux sociaux pour eux, mais ils ne voudraient pas que le bon peuple y aille parce que c'est le caniveau dangereux dans lequel on va. C'est dangereux pour les petits-enfants, en gros. Hein. C'est quand même ça le discours. Moi, j'ai un autre discours sur les réseaux sociaux, beaucoup plus nuancé, et j'en ai un certain usage. J'ai décidé d'en développer un certain usage pour apprendre ce que c'est de l'intérieur. Bon, c'est depuis peu, hein. Je suis sur Twitter depuis 2 ans. J'ai mis des années avant d'aller sur les réseaux sociaux. Mais je me rends compte que c'est potentiellement émancipateur, effectivement. La démocratie à petite échelle ne me convainc pas du tout. C'est-à-dire l'idée que les habitants de Bordeaux ou de Lyon pourraient délibérer démocratiquement sur leurs petits problèmes, c'est-à-dire la couleur des poubelles ou la taille des trottoirs, pour moi, c'est une trahison de la démocratie. Parce que quand on est en démocratie, les citoyens ne délibèrent pas sur la taille des trottoirs ou la couleur des poubelles, ils peuvent le faire, mais ils délibèrent sur le nucléaire et la guerre en Ukraine et Gaza. C'est-à-dire qu'ils délibèrent sur les grandes questions, ils délibèrent sur le Covid, ils délibèrent sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette épidémie, ils délibèrent sur les grandes questions de la cité et pas sur des petites questions locales. Donc, on a un basculement révolutionnaire, parce qu'en fait, quand on entre en démocratie, on se met à discuter du tout. On se met à considérer que le peuple décide de tout, de la totalité. Et c'est révolutionnaire.